Bonjour à tous. Le Streety Magazine se retrouve aujourd'hui à l'espace Ochola. Nous recevons Eri Giotti. Plus proche collaborateur de Kémy Séba, il est le coordinateur international de l'ONG Urgence panafricaniste. La souveraineté de l'Afrique, la conscience noire et sa diaspora, c'est tout de suite dans le QLSP du Streety Magazine. Monsieur Eri Giotti, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On vous reçoit car vous êtes coordinateur international de l'ONG Urgence panafricaniste. On sait que cette organisation comporte deux volets. L'un est politique, l'autre est social. Concrètement, à quoi aspirez-vous? Déjà, pour commencer, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je suis actuellement en déplacement en Belgique pour aller voir justement les membres de l'ONG Urgence panafricaniste belge et rencontrer également d'autres militants de différentes associations. Urgence panafricaniste, c'est une ONG qui a été fondée en 2016 par Kémy Séba, activiste qu'on ne présente plus. C'est une ONG qui a son siège au Bénin et qui a un volet d'action sur les deux plans, le volet social, le volet politique. Un volet politique de sensibilisation sur les grandes questions panafricaines liées à la souveraineté. Et un volet social, cette fois-ci du caritatif. Ça peut être microcrédit, comme on l'a fait au Bénin avec la campagne Alodo, un microcrédit qui était destiné aux femmes. Ça peut être la campagne de prévention contre le coronavirus avec la distribution de kits sanitaires et alimentaires. Ça peut être la réfection d'orphelinats, ça peut être les distributions de médicaments. Voilà, on essaye d'être dans le discours politique, mais également d'accompagner de tout un ensemble de démarches sociales pour apporter un soutien aux populations, que ce soit sur le continent africain, dans les Caraïbes ou bien dans la diaspora. On vous sait parfois très critique envers les ONG qui agissent sur le continent africain. En quoi la vôtre est différente des autres? Très critique, je ne dirais pas tellement ça, parce qu'il faut respecter les ONG. Si vous avez une connaissance un peu de l'activité politique sur le continent africain, vous savez que faire la politique en Afrique, c'est extrêmement dangereux, extrêmement compliqué. Et les ONG constituent un espace de liberté où les pouvoirs sont plus ou moins enclins à laisser les populations s'exprimer. Il y a des ONG qui font un travail extraordinaire de soutien aux populations, donc nous, on ne va pas se mettre à jeter la pierre à ces organisations. La seule chose que nous disons, il faut que ces ONG agissent en fonction d'un agenda qui soit conforme aux intérêts des populations africaines et qu'elles ne soient pas pilotées de l'extérieur comme des chevaux de Troie d'idéologie qui nous plongeraient toujours un peu plus dans la soumission. Et surtout, il faut vraiment être conscient que les ONG sont un enjeu d'assujection politique pour les populations africaines. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur les sources de financement. C'est la critique qu'on formule en général sur les ONG, mais ce n'est pas contre les ONG précisément. Donc c'est contre en fait les ambitions cachées et le fait que certaines puissent être manipulées en réalité. Pour toutes les formes d'ingérence. Tout simplement. Urgence panafricaniste fonctionne sur un modèle très précis, très simple. On ne bénéficie d'aucun fonds en provenance de l'Occident, ni en provenance des pouvoirs politiques africains. On vit de la générosité de contributeurs, ça peut être des artistes, ça peut être des sportifs, ou des membres de la diaspora qui, de temps en temps, en allant sur le site, en répondant aux sollicitations que peut faire le président de l'ONG Kémy Séba, décident de donner un coup de main. Ça nous permet d'avoir une autonomie, une indépendance et de défendre au mieux les intérêts des afro-descendants. Revenons à l'Occident et à la Belgique, plus particulièrement. On a reçu il n'y a pas longtemps un député bruxellois qui se nomme Calvin Soares afin d'évoquer la décolonisation de l'espace public. Il me semble que vous avez vu cet entretien, mais que vos idées sont quelque part contraires aux siennes. Pourriez-vous nous dire pourquoi? Bon, en tant qu'activiste, on essaye de s'intéresser à toutes les tendances, à toutes les sensibilités, même si on ne les partage pas forcément. Ça nous permet d'avoir une vision encyclopédique, on va dire, de l'activisme. Kémy Séba a fait une vidéo fin mai 2020, c'était juste avant les grandes mobilisations Black Lives Matter. On avait lancé une campagne où on devait s'en prendre au symbole, on va dire, de la colonisation. Mais ce qui nous différencie avec
ceux qui sont dans une logique de décolonisation de l'espace public en Occident, c'est que nous, on considère que la légitimité de cette action a lieu lorsqu'elle se fait dans des endroits où les Noirs sont majoritaires, à savoir en Afrique ou dans les Caraïbes. Lorsque dans les Caraïbes, vous avez une statue qui met en valeur, qui honore un ancien esclavagiste, c'est que là, il y a un manque de respect. Lorsqu'en Afrique, vous avez des statues qui font l'apologie d'anciens explorateurs et qui même ont une dimension presque métaphysique quand on fait les liens avec la franc-maçonnerie pour mieux mettre sous domination les populations locales, il faut à un moment donné que les populations africaines se réveillent et se disent que ce n'est pas possible. Pour nous, ces types d'actions ont toute leur légitimité. Là où il peut y avoir une différence d'approche, et ça rejoint un peu la phrase que Kémy avait dit, les héros des uns sont les bourreaux des autres. Si les Européens, dans leur espace, dans leur pays, en fonction de leur histoire, en fonction de l'appréciation qu'ils ont de leurs personnages historiques, décident de célébrer un Colbert ou un Storms ou je ne sais quoi, bien grand leur face. Mais on considère que ce serait presque une sorte d'ingérence de la part d'afrodescendants de décider finalement qui sont les bonnes personnes. À partir du moment où il faut qu'on soit lucide, qu'on soit clair, on a beau être dans ces pays en Europe et avoir grandi, nous ne sommes pas, on va dire, originaires de ces pays. Donc, le petit décalage de compréhension d'approche, il se situe à ce niveau-là. Nous, on fait partie de ceux qui pensons que l'effort doit être porté principalement sur les lieux d'où nous venons. Et maintenant, après, ceux qui ont leur destin, leur avenir étroitement lié avec l'Occident et qui décident de rester en Europe, on peut comprendre qu'ils peuvent être gênés de la valorisation de personnages qui ont pu commettre des méfaits sur le continent africain, mais avec quelle légitimité? Justement, pour revenir à l'Afrique, il me semble même qu'au Congo, il y a une statue de Léopold II, et donc je vous rejoins complètement. En ce qui concerne l'Occident, par contre, et prenons le cas de la Belgique, vu que nous sommes à Bruxelles aujourd'hui, je ne vous rejoins pas dans le sens où je suis né en Belgique, j'ai grandi en Belgique, mes amis, je les ai connus en Belgique. En réalité, toute la vie que je mène aujourd'hui est due à ma naissance en Belgique et le fait que je vis en Belgique. Pourquoi n'aurais-je pas le droit ou pourquoi devrais-je me sentir moins légitime qu'une personne, parce que blanche, à essayer de combattre des idées qui ne me conviennent pas? Vous êtes en Belgique depuis combien de générations? Mon grand-père a été le premier arrivé. Votre Depuis grand-père. 2 générations. 2 générations. Enfin, je suis la 3e génération. 3e génération, d'accord. Et avant cette 3e génération, où est-ce que votre famille se trouvait? Au Maroc. Au Maroc, Ouais. d'accord. Si on fait la balance, parce qu'il faut savoir peser les choses, votre avenir, votre passé se rapproche plus du Maroc ou de la Belgique? Mon avenir, c'est-à-dire? Votre passé. Ah, mon passé, Oui. forcément, il se trouve Au niveau du Maroc, au niveau du d'accord. Maroc. Maintenant, en termes de démographie, d'accord, entre les Belges de souche belge qui sont dans ce pays, qui ont des parents, arrière-grands-parents, qui ont bâti ce pays, qui en ont fait ce qu'il est, avec une histoire qu'on peut réprouver, qu'on peut condamner, certains agissements, et là-dessus on se rejoint, il n'y a même pas de discussion possible. Ces gens-là sont majoritaires chez eux, d'accord? Ces gens-là sont majoritaires chez eux, ont un rapport avec les populations du Sud, ont un rapport particulier avec des populations basanées, qui fait qu'au final, de manière, dans leur inconscient, avec différentes sensibilités plus ou moins radicales, ils ont tendance à nous considérer comme des inférieurs. On se parle franchement, d'accord? Votre objectif, vous, c'est quoi? Est-ce que ce ne serait pas plutôt de vous dire qu'en tant que descendant du Maroc, qui est un grand pays en Afrique, le Maroc, hein, avec une grande histoire, il ne serait pas plus utile que j'essaye finalement de valoriser ce que je suis en tant que Marocain, plutôt que de me dire que je vais reconstruire l'histoire de la Belgique? Imaginez-vous, vous avez, je ne sais pas, un groupe de Belges qui s'installent au Maroc, qui vont faire différents travaux de construction, qui vont s'implanter au Maroc, qui vont rester, qui vont faire des enfants sur 1, 2, 3 générations. 3 générations après, ces enfants
belges qui vont rester au Maroc vont dire aux Marocains quelle approche ils doivent avoir de la royauté. Ils vont dire, ils seront devenus Marocains ils vont dire aux Marocains quelle approche ils doivent avoir de l'islam, eux qui sont des Marocains de fraîche date. Est-ce que vous accepteriez cela? Est-ce que vous accepteriez que des Belges qui sont au Maroc depuis 3 générations définissent clairement et à la majorité des Marocains comment est-ce que les Marocains devraient se comporter? Ces enfants dont vous parlez qui seront au Maroc depuis 3 générations seront marocains. Vous parliez du fait qu'ils critiquent l'islam, qu'ils veulent, je ne sais pas, peut-être apporter une autre religion ou plus de liberté aux autres religions. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a des chrétiens au Maroc, il y a des juifs au Maroc, il y a des personnes de couleur noire qui ne sont pas marocains mais qui migrent vers le Maroc. Et je pense qu'ils devraient avoir les mêmes droits que les Marocains, qu'ils puissent avoir le droit de vote et décider d'œuvrer pour le pays dans lequel ils vivent. Moi qui ai des afro-descendants en Europe qui militent pour avoir plus de droits, qui militent contre les bavures policières et qui sont installés en Europe, je trouve ça que c'est bien parce que c'est une sorte d'entrisme sur la scène politique et ils deviennent des citoyens actifs et acteurs. Donc moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me pose problème, c'est quand certains ont la prétention de vouloir redéfinir ce qu'est un pays qui, originellement, n'est pas le leur. Alors que dans le même temps, nous avons des pays qui sont encore soumis. C'est-à-dire qu'on a eu des parents, nos grands-parents, qui se sont battus pour des luttes d'indépendance, pour être libres chez eux, d'accord, pour qu'on puisse avoir un avenir radieux, etc. Et aujourd'hui, maintenant, ces petits-enfants délaissent les pays d'origine qui sont dans des processus de lutte contre des forces obscures pour finalement se dire que là où ils ont atterri par le hasard de l'histoire, leur avenir dépend de ces pays. Moi, c'est cette espèce un peu je ne sais pas comment... Vous voyez presque, enfin, en tout cas, la manière dont vous me le décrivez, j'ai l'impression que c'est presque une trahison selon vous. Mais vous avez des gens qui ont perdu de leur vie, qui se sont donnés pour libérer un État en se disant qu'on fait cette lutte pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Finissons d'abord ce qui se passe en Afrique, libérons l'Afrique, redonnons-lui sa souveraineté et je peux vous garantir quels que soient les endroits où nous nous trouverons, nous serons respectés. Si vous avez autant de bavures sur des Africains, qui soient noirs ou qui soient originaires du Maghreb, c'est parce que nos pays ne sont pas assez puissants. Le jour où nos pays sont puissants, où ils sont libres, on sera respecté partout où nous nous trouvons. Le problème, c'est qu'il y a une inversion des priorités. On priorise les luttes dans des pays, dans des zones qui ne sont pas les nôtres, où nous ne sommes pas protégés, parce que nous ne sommes pas finalement forts économiquement, et nous ne sommes pas forts économiquement parce que nous sommes en général là pour occuper des postes subalternes. Il n'y a pas une véritable organisation. Peut-être qu'il faut du temps aussi. C'est-à-dire que nous sommes arrivés, enfin nos aïeux sont arrivés en Europe, sans diplôme, et puis on voit petit à petit, moi en tout cas je vois ça comme une progression. On voit de plus en plus de gens issus de familles originaires d'Afrique qui font des études, qui accèdent à certains postes. Je ne nie pas la discrimination à l'embauche, la discrimination au logement, etc., qui sont des choses qui existent, mais je vois aussi qu'avec le temps, on commence à améliorer notre situation, et peut-être grâce au combat de ces gens-là dans nos pays, en Belgique. Pour quelle finalité? L'accession à des postes. Quel poste? Pour quelle finalité? C'est la question que je vous pose. Quel est l'objectif de tout ça? Est-ce que l'objectif de ça, c'est de se dire, ah ben finalement, voyez, moi qui suis fils de Marocain, je suis en Belgique, j'ai réussi à avoir un poste dans une grande entreprise, j'ai réussi à avoir une responsabilité politique, je m'occupe de la commune de Nivelles ou je ne sais quoi, mais au final, qu'est-ce qui se passe par rapport au Maroc? Quel est le lien que vous faites avec le Maroc? Quel est l'impact que vous allez avoir par rapport à l'évolution, à l'avancée du Maroc? Il faut, en revanche, éviter d'opposer les populations sur le continent et les populations diasporiques parce qu'il y a des liens. Lorsque Kémy Séba, par exemple, se déplace dans la diaspora, chacune de ses conférences sont pleines parce que finalement, il est porteur d'un message qui vise à pousser les afrodescendants là où ils se trouvent à s'organiser, à se structurer et surtout à développer une espèce d'indépendance. On n'a pas vocation à uniquement être des réservoirs électoraux pour les forces dites de gauche. Vous voyez? Parce que ça, c'est le summum du manque de considération. Mais la chose sur laquelle je veux vraiment insister, c'est qu'il faut qu'on soit capable, dans le respect de l'ordre naturel des choses, de respecter certaines priorités. Ne pensons pas à développer le nid
un nid douillet chez les autres lorsque notre maison à nous n'est pas encore établie. Il n'y a pas encore de fondation. C'est quelque chose qui relève de la schizophrénie. Je veux vraiment qu'on puisse profiter de cette émission pour réfléchir sur des choses fondamentales. Le but n'est pas de nous dire qu'on n'est pas capable, qu'on est aussi capable d'avoir des diplômes, d'être intelligent. On le sait tous. On a un cerveau comme tous les autres peuples. On a de la résilience. Donc là-dessus, on est d'accord. Le point sur lequel je veux insister, c'est la finalité de tout ça, la finalité de ce processus intégrationniste. Qu'est-ce que ça a donné pour finalité? Est-ce que finalement, la structure n'est pas toujours quelque chose qui, au final, dépasse les êtres humains et une structure qui dépend d'une idéologie et que finalement, lorsque vous entrez dans cette machine et que vous avez pour volonté de dire que vous allez contribuer à une avancée, une amélioration des choses, vous ne vous heurtez pas à une sorte de plafond de verre qui fait qu'au final, vous n'êtes qu'un instrument parmi un autre. Le système a toujours eu cette capacité à prendre des personnalités de façon interchangeable. Et une fois qu'elles sont usées, on en prend une autre. On arrive toujours à nous ressortir des symboles d'intégration, des symboles de combat politique. En Italie, il y a quelques années, il y avait cette ministre de la Justice africaine, je ne sais plus de quelle originalité. En Europe, en Belgique, vous avez vos figures. En France, on a les mêmes. C'est quelque chose qui est cyclique, qui tourne. Mais au final, la finalité par rapport à l'Afrique, qu'est-ce que ça donne ? En quoi ça impacte sur une véritable accession à la souveraineté des pays africains? En quoi ces personnalités issues, comme vous dites, des minorités qui sont en poste de responsabilité dans des pays d'Europe, quel est le poids qu'elles ont eu pour influer, pour changer les politiques prédatrices de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique? Il est temps qu'on fasse le bilan. Et c'est quand on fera le bilan qu'à ce moment-là, je pourrais me dire, ah ben finalement, la stratégie qui est la vôtre n'est pas si mauvaise que ça. Ma communauté, je ne la lie pas à une origine, à une foi, que ce soit l'islam, que ce soit mes origines marocaines, mais plutôt à la classe sociale. Je me sentirais toujours plus proche du blanc, qui a grandi dans les mêmes conditions que moi, qui a connu les mêmes difficultés que moi, que d'un Marocain, qu'un descendant marocain qui a vécu dans la grande bourgeoisie, on n'aura pas grand-chose à se raconter en réalité. Ce combat contre, on va dire, l'oligarchie, nous rassemble. Nous, on a fait des mobilisations avec des camarades Gilets jaunes, on a fait des mobilisations, enfin, il y a des activistes d'Amérique latine qui se reconnaissent dans le combat d'Inkemi Seba contre la finance internationale. Il y a eu des connexions qui ont été faites avec le monde iranien, il y a des connexions qui sont faites avec des mouvements ici en Europe. Donc, bien entendu on se sent, nous aussi également, beaucoup plus proches de ce type de militants que de cette bourgeoisie africaine qui a pieds et mains liés avec la France-Afrique. Mais maintenant, on ne va pas se mentir, moi ce qui m'importe le plus, c'est le devenir de l'Afrique. Moi ce qui me touche le plus, ce qui me heurte, et ce qui m'abîme dans ma sensibilité, c'est ce qui se passe en Afrique. Quand je vois des drames en Afrique, ben, je suis forcément plus sensible à ce que je peux voir quand il y a un drame dans une banlieue française. Je suis né en France, j'ai grandi en banlieue. J'ai été un produit de l'idéologie assimilationniste républicaine. Et puis, il y a un moment, j'ai débranché. Je me suis posé les questions essentielles. Je me suis questionné sur qui j'étais, d'où je venais, quelle était l'action de mes parents, quel a été leur rapport, leur histoire avec ce pays, la France. Et puis je me suis dit, mais à un moment donné, il faut que je puisse apporter ma contribution dans la continuité du combat qui a été mis en place par mes aïeux. C'est une transmission de témoins. Et aujourd'hui, de plus en plus, vous avez une proportion grandissante d'afro-descendants qui ont grandi, ont vécu en Europe et qui veulent rentrer en Afrique et qui veulent apporter leur pierre à l'édifice au processus d'émancipation du continent africain, qui sont fatigués de constater que tout le monde s'enrichit sur l'Afrique, sauf les Africains, qui observent la recolonisation du continent africain et qui se disent qu'on ne peut pas rester comme ça inactif avec des lubies, des croyances d'intégration dans des endroits qui sont devenus mortifères. Faites une analyse géopolitique des évolutions en Europe, on assiste à une montée des populismes, on assiste à une montée des tensions identitaires où, finalement, comme à chaque fois, le bouc émissaire devient l'immigré. Donc on a deux possibilités. Soit on décide de rester dans cet espace et de se fatiguer, de s'époumoner à expliquer aux locaux que nous sommes comme vous,
je suis autant belge que vous, je suis un bon citoyen, alors que vous n'avez même pas à leur expliquer, vous n'avez même pas à vous justifier. Vous payez vos impôts, vous travaillez, je pense que vous respectez la loi, mais pour certains Belges, vous n'êtes pas un bon citoyen belge. Ça ne vous dérange pas? Ça me dérange. Moi, en ce qui me concerne, et je fais partie de cette catégorie de population qui considère qu'elle n'a pas à se justifier, qui considère qu'elle n'a pas à balancer un brevet de francocité ou de francité ou de belgité, et qui se disent finalement, mais prends ton courage à deux mains, rentre chez toi, regarde ce qui se passe dans ton pays, regarde de quelle façon tu peux investir. On ne dit pas qu'il faut quitter l'un pour aller vers l'autre, ça peut être, c'est un processus de va-et-vient, mais il faut qu'on se reconnecte, il faut qu'on se débranche de la matrice assimilationniste, d'accord, et qu'on se reconnaisse à notre être, à ce que nous sommes. C'est ce processus-là que j'essaye, entre guillemets, de vous expliquer sans être dans une espèce de vous catégoriser comme étant quelqu'un qui est un doux rêveur. Non, je veux juste, en fait, que notre génération fasse preuve de pragmatisme face aux enjeux du monde. On assiste, entre guillemets, à une montée des blocs, on assiste à des tensions identitaires de part et autre qui vont faire qu'on entre dans une espèce de choc de guerre civile. Il y a des gens en Europe qui sont les défenseurs de conflits, qui veulent des guerres civiles autour de la religion, qui veulent opposer les hommes et les femmes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? Est-ce qu'on laisse nos enfants dans cet espace? Ou bien est-ce qu'on essaye de leur expliquer que, voilà, ouvrez la fenêtre, regardez à l'extérieur, en dehors de ce que l'idéologie dominante veut vous faire croire, veut vous dire que vous avez un avenir qui est possible, qui peut être rayonnant en retournant chez vous. Et parce que l'Afrique a besoin de vous. L'Afrique, c'est comme une maman qui a eu ses enfants qu'on a volés, qu'on a kidnappés, qui ont été dispersés aux quatre coins du monde. À un moment donné, les enfants, ils grandissent. Et quand ils grandissent, ils font des choix. Les parents font des choix, on fait des choix d'immigration économique qu'il faut respecter, qu'il ne faut pas forcément critiquer. Mais maintenant, vous, en grandissant, en observant l'espace public, en observant les débats qui se font ici et là, ben vous avez aussi la possibilité de prendre votre courage et de faire le choix du retour. On est dans cette logique-là. Vous avez évoqué donc deux alternatives. Donc c'est rester en Europe et accuser un peu le coup et tenter de s'assimiler à ce peuple-là. Et la seconde, c'est le retour en Afrique. Mais est-ce qu'il n'en existe pas une troisième également? Vous disiez qu'on n'a pas à s'excuser auprès des, j'aime pas ce terme, mais des Belges de souche, d'avoir une couleur de peau, d'avoir une culture différente, etc. Mais je veux vous dire que ce n'est pas l'un ou l'autre. Moi, j'estime que je peux rester dans mon pays et je peux combattre ces gens-là. Et ce n'est pas pour qu'ils m'aiment. C'est simplement parce que moi, au fond de moi, j'ai une idéologie, j'ai une perception de la vie, j'ai une idéologie humaniste. Et j'ai envie de me battre pour ça. Et je me battrai toujours contre toutes pour toutes les personnes qui sont… voilà, c'est ça exactement. Et pour toutes les personnes qui sont opprimées partout dans le monde. Donc moi, ces personnes, comme vous, je respecte votre combat lorsqu'il s'agit de rendre à l'Afrique sa pleine souveraineté. Et je vous soutiens dans ce combat-là. Mais c'est avec la diaspora et dans justement ce qu'on vient d'évoquer que j'ai certaines réserves. La diaspora, je réaffirme ce que je dis, il y a des gens qui, pour un tas de raisons, ne rentreront pas en Afrique. Donc ces gens-là, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Kémy Séba a été suffisamment clair par rapport à ça. Lorsqu'il se déplace dans la diaspora, lorsqu'il fait ses conférences, il demande à ces populations de s'organiser. Il demande à ces populations de développer une logique de solidarité au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que ça part aussi, toute forme de solidarité commence à partir de la constitution d'un capital économique. Il demande à ces populations de s'organiser politiquement, d'accord, et de peser sur les groupes politiques dominants pour que justement les groupes politiques dominants puissent mettre en place des mesures qui vont dans leur sens. On a un camarade panafricain au niveau de l'Espagne qui s'occupe des frères qui n'ont pas de papier, qui fait du social et qui est en lien avec des responsables politiques locaux. On ne va jamais dire que ce mec-là est un traître. C'est un frère. Il a une action politique qui est de terrain, qui est extrêmement importante, qui est fondamentale pour… Il a aidé énormément de petits frères qui étaient sur les routes de la migration. En tant qu'acteur de terrain, on le respecte,
Mais maintenant, après, il faut s'intéresser à la finalité. Voilà. Nous, quand c'était en 2018, on s'est rendu dans un camp de migrants en Italie. C'était à pleine époque où il y avait les polémiques sur les bateaux qui étaient arraisonnés, etc. C'était une rencontre terrible, parce qu'on a vu des jeunes, hein, ça allait de 16 en moyenne de 16 à 25 ans, donc qui ont l'avenir devant eux, entassés dans un camp, dans des tentes, qui arrivaient entre guillemets à joindre les deux bouts grâce à la solidarité d'Italiens qui leur rapportaient des vivres, de l'eau. Mais c'était terrible. Et Kémy Séba leur a tenu un discours de responsabilité. Il leur a dit d'ailleurs, vous n'êtes pas des parasites, vous êtes des gens extrêmement courageux, parce que les routes de la migration, comme vous connaissez les efforts que ça demande, c'est surhumain. Mais il leur a quand même tenu un discours de maturité et du réel. Il leur a dit, vous n'avez pas pour vocation à être des quémandeurs d'intégration dans un pays qui ne veut pas de vous, dans un pays qui est en récession économique, on parlait de l'Italie, dans un pays qui a déjà du mal à loger les Italiens, dans un pays qui a déjà du mal à accorder les systèmes de prestations sociales aux Italiens. Il leur a dit, le courage que vous avez pris pour franchir les mers et les déserts, essayez de le mettre en intégrant les structures politiques sur le continent africain pour faire partir nos dictateurs. Voilà le discours. Construire un meilleur chez soi plutôt qu'aller chercher le pseudo Eldorado. On construit un meilleur chez nous, d'accord. Ensuite, naturellement, dans les relations entre États, on sera mieux à même de nous imposer, de nous faire respecter. Est-ce que vous trouvez normal que les Africains, lorsqu'ils veulent voyager en Europe, n'aient pas de possibilité de le faire sans des demandes hyper rigoureuses de visa? C'est-à-dire qu'en fait, on nous empêche de nous déplacer, de sortir du continent, comme si nous étions des pestiférés. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une Afrique radieuse, une Afrique libre, avec des partenaires d'égal à égal, voir le monde, voyager, échanger avec d'autres populations, mais pas raser les murs. La deuxième chose qu'on souhaite, pour revenir à ce qu'on disait par rapport à la diaspora, s'il y a des gens qui restent dans les pays en Europe, qui soient organisés, qu'ils aient des ponts, des connexions avec les gens sur le continent africain, mais que surtout, ils utilisent leur énergie non plus à vouloir changer un système qui ne bougera pas. J'entends des gens, des fois, dans la mouvance indigénisme ou décolonisation, là, qui nous disent « Oui, nous sommes la France de demain, on va changer la France ». La France, c'est une construction millénaire, gallo-romaine, avec une idéologie qui n'est pas figée, qui peut évoluer, mais j'ai envie de dire, mais cette énergie que vous avez là, mais mettez-la, orientez-la dans la bonne direction, orientez-la vers un travail, une collaboration, une assistance sur des mouvements sur le continent africain pour que les choses bougent. Et je vous garantis que dans la minute où les régimes dictatoriaux vont tomber sur le continent africain, où on va avoir des dirigeants intègres qui vont défendre les intérêts des populations et qui sauront faire valoir les intérêts de l'Afrique lorsqu'ils vont rencontrer les dirigeants des autres nations, je peux vous dire que tous les Africains, en tout cas les afrodescendants partout où ils se trouvent, se feront respecter. C'est de ça dont on parle. Rien d'autre. Et maintenant, après, une fois que l'espace est dépoussiéré, une fois que l'espace est libéré, partout où on est, l'Afrique, naturellement, pourra assister ses ressortissants diasporiques en Europe, donneront un coup de pouce financier pour les différentes organisations, pour les différents mouvements, pour des entreprises, et ça ira beaucoup plus vite. Ça, je peux vous le garantir. Et dernier point, c'est peut-être quelque chose qui va vous surprendre, mais je peux vous garantir que, et c'est ce qui est déjà en train de se passer, il y a un swag au niveau de l'Afrique actuellement. L'Afrique est à la mode. L'Afrique rentre dans la mondialisation, pas forcément souvent pour les bonnes raisons. Il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui sont en train de partir et qui partent de l'Europe. Mais ici, à Bruxelles, l'amour fraternel, avoir des amis, toutes les choses qu'on a vécues ensemble, qu'ils soient congolais, qu'ils soient d'origine algérienne, qu'ils soient, peu importe, tout ce qu'on a vécu ensemble, je ne me sens pas prêt de l'abandonner également. Ces choses-là, elles sont à moi. Elles ont façonné en fait l'être humain que je suis aujourd'hui. Et on ne va pas se mentir, hein.
J'ai eu des camarades aussi algériens, tunisiens, français de souche, même si vous n'aimez pas ce terme. Mais je me sens quand même toujours plus proche de gens de ma famille. De votre famille, c'est-à-dire? En tout cas d'Afrique. Voilà, justement. De votre famille, j'aurais été d'accord avec vous, Et, mais d'Afrique, non. Après, c'est personnel aussi. Mais, je suis plus proche de mon ami juste ici, d'origine d'Afrique centrale, de mon ami algérien, que du Marocain, du descendant marocain qui va passer dans la rue. D'accord. Non, mais là, vous parlez de proximité par rapport à des liens de connaissances. D'accord. Mais au-delà de ça, le Maroc est dans vos veines. L'Afrique, en général, est dans vos veines. Les intérêts de l'Afrique doivent primer sur les intérêts du quartier où vous avez grandi, ou de la ville, ou du pays dans lequel vous êtes né, à savoir la Belgique. Chaque fois que je suis en Afrique, je suis chez moi. Chaque fois que je suis en Afrique, je n'ai pas à me poser la question lorsque je vais acheter quelque chose, mais pourquoi est-ce que lui me regarde bizarrement? C'est ma couleur de peau qu'il n'aime pas. Enfin, il y a la plénitude. Le fait de se sentir en harmonie. Et en même temps, j'ai un respect pour toutes les logiques de terroir, d'identité, parce que l'humanité est belle dans sa diversité. Lorsque vous allez vous mettre à offrir un bouquet de fleurs à votre copine, si vous lui offrez des roses de toutes les couleurs, c'est encore plus beau. Donc, ce qui fait la force, justement, de notre planète et de la création, c'est qu'elle est diverse. Et chacun apporte quelque chose, chacun apporte sa sensibilité, son histoire, son paysage. Mais si on gomme tout ça et qu'on est dans un monde monochrome, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec le terme de citoyen du monde, qui veut tout rien dire. Parce que lorsqu'on est citoyen du monde, on est citoyen nulle part. Lorsqu'on est citoyen du monde, finalement, on délaisse les intérêts d'un territoire aux forces oligarques qui, eux, justement, une idée bien précise et exploitent. Et du coup, on se désintéresse finalement de la chose politique, du terroir, du local, et on devient uniquement consommateur. C'est ce monde que je ne veux pas. Moi, ce que je ne veux pas de gens afro-descendants qui sont en Europe, qui soient là uniquement pour kiffer, qui soient là uniquement pour se dire je vais voyager, je vais bouger à tel endroit. On est là comme des parasites, comme des consommateurs. Et à partir du moment où on est vu comme des parasites, on ne pourra jamais être respecté. Et c'est ce qui fermente un peu le terreau des discours un peu simplistes, caricaturaux sur ce que nous sommes dans ces zones. Et donc je me dis que franchement, vous avez... c'est dommage parce que... alors je ne sais pas si vous avez des enfants, mais les enfants aussi nous questionnent énormément. Parce que quand on a des enfants, du coup on est dans la position du parent, du père. On a des choses à transmettre, à léguer, et ils nous interrogent, ils nous interpellent avec leur innocence. Qui suis-je? D'où je viens? Qui es-tu, papa? Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Vous me posez la question? Non, de manière générale. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Moi, je ne me vois pas... Moi, j'espère que dans 20 ans, si vous avez des enfants, qui ne seront pas en train de manifester place... c'est là quoi la place où vous manifestez ici à Bruxelles? J'ai oublié. Place Poulard. Voilà. Ouais. J'espère pour vous que dans 20 ans, ils ne seront pas en train de manifester contre une énième bavure raciste. Mais justement, peut-être que les bavures racistes, peut-être que des décisions politiques auraient été prises, je pense au bodycam et à tant d'autres choses, qui permettront de limiter ces bavures policières. Ça limitera à la marge. Grâce au combat aujourd'hui. Et peut-être qu'eux seront sur la place Poulard pour manifester, mais pour d'autres causes. Ça limitera à la marge, c'est structurel. Et tant qu'on sera dans cette position finalement de continent passoire, continent paillasson, on ne sera pas respecté. Quoi qu'on fasse, où qu'on sera, on sera toujours les plus victimes des discriminations à l'embauche, au logement. On sera toujours, lorsqu'on se baladera dans un quartier un peu cossu, vu comme des potentiels cambrioleurs. On va prendre un parallèle très clair, ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu la lutte pour les droits civiques dans les années 60, qui a apporté des résultats, même si ce n'est pas forcément ma sensibilité, mais il faut respecter ce qui a été fait. Il y a eu la mise en place de l'Affirmative Action, tout un ensemble de lois pour permettre une intégration de populations dites minoritaires. Et aujourd'hui, plus de 40 ans après, 50 ans, 60 ans après, on est encore dans des histoires de bavures racistes à la Floyd George.
Donc finalement, on a l'impression qu'il y a quelque chose de systémique. Vous pensez que le combat est vain, en fait? Alors que moi, je pense que vous disiez 40 ans, à l'échelle historique, c'est très peu en réalité. Peut-être justement qu'il faut continuer ce combat. Et c'est pour ça que cette énergie, on peut la canaliser dans d'autres causes et avoir des résultats bien plus rapides. Je ne parle que de ça. Moi, ce que je veux, en fait, c'est que la population, les acteurs sociaux, les militants, soient pragmatiques et soient capables d'effectuer des bilans pour que, justement, on puisse gagner en efficience. Les slogans, les mots creux, les hashtags, au final, hein, on est dans des espèces de pratiques publicitaires, mais les changements, au final, on ne les voit pas. On retourne toujours dans les mêmes travers. Les formes d'oppression, dans le temps, se renouvellent, mais elles se maintiennent. Et j'insiste aussi sur quelque chose qui est très simple. On doit passer le stade d'avoir à prouver aux autres que nous sommes des gens de valeur. Lorsque vous faites la cour à une femme, si vous dépensez trop d'énergie à lui montrer, à lui dire que vous êtes quelqu'un de bien, c'est que finalement, elle n'est pas faite pour vous. Parce que normalement, elle doit vous voir tel que vous êtes sans que vous ayez à intensifier l'effort pour lui dire que vous faites ceci, vous faites cela. Et puis voilà, il y a aussi le syndrome de Stockholm. On est lié à nos bourreaux, on est attaché. Plus ils nous méprisent, plus on veut se rapprocher d'eux, plus on veut leur montrer qu'on peut accéder à cette maison. N'oubliez pas cette phrase prophétique de Martin Luther King, qui, à crépuscule de sa vie, a dit « J'ai emmené mon peuple dans une maison en feu ». Il avait déjà aperçu le côté fracturé de la société américaine, une société finalement qui avance sans qu'on sache vers où elle va. Ne soyez pas naïfs, ce qui s'est passé l'année dernière autour de Black Lives Matter, il y a des récupérations, il y a des réseaux, les gens ne sont pas levés d'un coup. On a profité d'une émotion, d'une énième bavure raciste dans une société très fragilisée pour accentuer, se servir un peu de ce qu'on appelle la force cinétique. On s'est servi des frustrations des aigreurs pour faire partir un régime, un pouvoir, un gouvernement, celui de Trump, qui ne répondait pas à l'agenda des globalistes. Interrogez-vous sur qui sont ceux qui financent Black Lives Matter. C'est la même chose. On ne se pose pas ces questions-là. C'est-à-dire qu'on reste focus sur l'émotion, sur les gens qui sortent, le nombre de personnes, les foules. Comment se fait-il qu'un mouvement social soit autant porté par les médias mainstream? Ça interroge. Voilà. Moi, ce que je souhaite, c'est que la diaspora soit capable d'être un peu plus mature dans sa façon de se mobiliser, de savoir qui elle suit, de s'interroger sur le cursus de ceux qui sont à l'initiative de mouvements, d'où ils viennent, qui les a formés, qui les finance. Lorsqu'on fait une critique de tout cela, on est beaucoup plus mature. Quand on est beaucoup plus mature politiquement, on est beaucoup plus autonome, indépendant. Quand on est indépendant, on fait les choix qui sont en accord avec nos véritables intérêts. Ce que je ne veux plus, c'est la manipulation, c'est l'instrumentalisation. Je ne veux plus qu'on serve de chair électorale. Je ne veux plus qu'on soit les gens finalement qui servent les agendas des autres alors que notre souffrance, notre douleur est réelle. C'est pour ça que j'ai toujours un respect pour les militants de terrain qui vont lutter contre le racisme, contre les bavures, contre les discriminations. Mais j'essaie dans la discussion, dans l'échange que j'ai avec eux, c'est de leur dire que essayez de voir un peu plus loin. Avant de clôturer, j'aimerais revenir sur ce que vous avez brièvement évoqué, c'est le fait de consommer noir. Est-ce que c'est consommer exclusivement noir ou est-ce que c'est de consommer plus noir? Pas totalement consommer noir. Diaspora. Hein, oui, en tant que diaspora, on ne peut pas uniquement consommer noir. Consommer uniquement noir, ça voudrait dire que le tissu entrepreneurial africain est suffisamment dense pour couvrir tous les champs de nos besoins. Là, je vais être très pragmatique. Je prends l'exemple de ce que fait Kémy Séba au Bénin. Il a lancé un espace commercial, qui est constitué d'un supermarché, d'un restaurant, fast-food African Burger et d'un centre d'esthétique.
la stratégie a été simple. Elle était de dire, OK, on a déconstruit politiquement le néocolonialisme, on a mis en valeur le côté négatif, malfaisant du mondialisme, de ces firmes qui justement tuent la concurrence locale. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on est capable d'apporter comme alternative? Donc, dans ce supermarché, vous allez avoir des produits qui vont valoriser la production locale, qui sont issus des producteurs locaux du Bénin, ou bien d'Afrique de manière générale, ou même de la Caraïbe. En faisant cela, on fait vivre les producteurs locaux. Donc, on est capable de joindre à la parole, au discours politique, les actes. Et c'est ce même discours qu'on essaie un peu de diffuser lorsque Kémy Séba vient en Europe, dans la diaspora, c'est de dire, mais organisez-vous, montez vos business, d'accord? Pas forcément contre moi. Vous pouvez... tu es un Congolais, tu es né en Belgique, tu as un ami qui est belge ou tu as un ami qui est, je ne sais pas moi, russe ou je ne sais pas quoi, vous allez grandir ensemble, vous allez monter un business ensemble. Le but, c'est que en étant dans la logique de l'entrepreneuriat avec une éthique solidaire, bah, on apporte sa contribution, sa pierre à l'édifice de la reconstruction de l'homme noir. Okay. En faisant donc, ça, il n'est pas question de... j'ai le choix entre deux restaurants, imaginons que je sois noir, j'ai le choix entre deux restaurants, je vais aller dans le restaurant qui est tenu par un noir, uniquement parce qu'il est noir, pas parce qu'il est meilleur. En fait, le but, allez au restaurant chinois, si vous voulez, mais allez aussi donner de la force à un restaurant sénégalais. Voilà. Et dites-vous que vous avez la possibilité de mettre en place des business. Ne soyez plus dans la logique... plus entrepreneur et... Voilà, juste fonctionnaire, dépendre de l'État. Organisez-vous. Insuffler une énergie, un dynamisme, parce qu'en fait, la politique, ce n'est pas que les activistes et militants, les idéologues, politologues, c'est aussi la dimension, la sphère économique. Donc le but, c'est de faire en sorte que ces deux univers s'entrecroisent et s'alimentent et se renforcent. Très bien, un tout grand merci à vous. Je pense qu'on l'aura vu, un débat assez intéressant. Je vous laisse seul face à la caméra, c'est le moment de votre carte blanche. Un tout grand merci à vous. Alors j'ai choisi le mot pont. Pont, quand on parle de pont, on parle de passerelle. Et on parle donc de communication, on parle d'échange, comme la discussion qu'on a eue. Il faut surtout qu'on évite les caricatures, il faut surtout qu'on évite les jugements un peu péremptoires, hâtifs, et qu'on soit capable de s'écouter. C'est en s'écoutant, c'est en échangeant qu'on sera capable d'être dans une logique de rassemblement et d'unité. On ne peut pas avoir un discours panafricaniste qui vise à unifier les différentes formes d'africanité et ne pas être capable d'échanger et d'écouter des discours politiques qui ne sont pas forcément en accord avec ceux qu'on a. Et bien souvent, on se rend compte qu'en discutant, en échangeant, on a souvent des positions plus proches que ce qu'on peut penser au départ.